Bon, bienvenue à toutes et à tous sur cet espace conférence. J'espère que le salon se passe bien pour vous. On attaque cet après-midi avec une thématique qui va intéresser beaucoup de monde ici. On a beaucoup de sous-traitants d'équipementiers du ferroviaire sur le salon Midest. Et nous allons évoquer donc comment monter à bord du train du futur, le TGV qui fait maintenant partie de la vie des Français sur le plan national. Vers quoi il va? Quelle va être la prochaine génération du TGV? C'est ce que nous allons évoquer tout de suite. Avec Philippe Javot, je commence par vous parce que vous êtes là. Vous êtes PDG de Borflex? Vous l'avez fondé? Directeur commercial. J'avais juste... exactement. Pas encore. Non mais... Alors, vous travaillez pour Borflex et vous êtes vous allez nous parler de vos produits. Vous êtes vraiment axé beaucoup sur le ferroviaire en termes de produits. Vous êtes un partenaire précieux. Voilà, on va évoquer cela. Pascal Desaunay, donc bonjour. Vous êtes directeur du programme TGV 2020. Donc, vous allez nous expliquer votre quotidien et à quoi vous rêvez. Et on va rêver avec vous. Et à vos côtés, Antonin Goud, bonjour. On se retrouve. Vous êtes de National Instrument, tout comme Alexandre Dick, à vos côtés. Alexandre, vous êtes technico-commercial, conseil et consulting. Et puis Antonin, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est objets connectés, système embarqué. Voilà. Commençons sans plus attendre, Monsieur Desaunay. Expliquez-nous un peu le programme 2020 aujourd'hui du TGV. Comment ça se passe? D'où est venue l'impulsion? Est-ce que on est dans un cycle normal de renouvellement d'une génération de trains, ou est-ce que vous êtes dans un programme un peu plus large avec des nouveaux process de production peut-être, avec l'usine du futur, avec plus de connexions? Racontez-nous ce programme. Bonjour, merci. C'est un peu le mélange des deux. C'est-à-dire que effectivement, un TGV dure 30 ou 40 ans, et comme depuis... maintenant, de longues années, TGV fonctionne. Donc, TGV, c'est une marque. Beaucoup de gens pensent que TGV, c'est un train. TGV, c'est d'abord une marque. Et donc, des trains vieillissent et puis il faut les radier. Donc, ce qu'on ne rend pas trop public, c'est que depuis quelques années maintenant, on radie des trains, c'est-à-dire qu'ils sont garés et détruits. Mais il faut les remplacer puisqu'ils continuent à avoir une exploitation, continuent à avoir des clients. Mais, parce qu'il y a un gros mais, l'exploitation devient de plus en plus compliquée. Il y a 10 ans, TGV dégageait 1 milliard d'euros de bénéfices par an. Aujourd'hui, TGV dégage 0. Et donc, c'est une équation qui ne peut pas durer très longtemps. Et donc, au-delà du fait qu'on a toujours des clients, la problématique financière de TGV n'est pas un problème de remplissage, c'est un problème de coût économique. Et notamment de prix du billet, parce que TGV a rencontré une concurrence qui n'est pas une concurrence ferroviaire, qui est une concurrence automobile, avec Blablacar, qui est en concurrence avec les bus, les Flixbus, et avec EasyJet. Donc en fait, on est entouré de plein de compétiteurs qui ne sont pas les compétiteurs qui étaient attendus. La grande crainte du cheminot il y a 10 ans, c'était « Oula, la Deutsche Bahn ou Trenitalia vont venir sur le territoire français ». Ils ne viennent pas. Et pourquoi ils ne viennent pas? Parce que ça ne gagne pas d'argent. Et assez souvent, quand on est à peu près réaliste, on ne vient pas sur un business qui perd de l'argent. Sauf si on se dit qu'un jour, ça gagnera de l'argent. Pour l'instant, on n'a pas vu le bout du tunnel. Et donc, on a mélangé cette problématique de renouvellement de parc avec cette problématique de l'économie à changer. Alors, vous évoquez ces concurrents qu'effectivement on connaît, qui sont arrivés sur le marché, qui sont en concurrence frontale avec le train. Si je ne m'abuse, vous avez une compagnie de bus, il y a Ouibus, vous êtes quand même placé un peu sur ce nouveau secteur. Alors, quelles sont les grandes lignes du prochain programme, de votre vision du train de l'avenir? Qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup on va retrouver de la marge, une envie des clients, et comment vous allez vous différencier de ces nouveaux concurrents? Vous l'avez très bien dit, en fait, on a deux problèmes. On a un problème économique et on a un problème de redonner envie aux gens de prendre le train. On a des populations entières qui ne prennent pas le train. Un jeune étudiant a plus tendance à vouloir prendre Blablacar qu'à vouloir prendre le TGV. De temps en temps, quand je veux énerver mes chefs, je dis qu'il y a même des enfants de cheminots qui ne payent pas le train, qui préfèrent prendre Blablacar que de prendre le train. Et donc, on a une problématique. Et ce n'est pas simplement une problématique économique, il y a une problématique d'attractivité parce qu'on s'ennuie dans le train, parce que.
Et donc, on a les deux choses à résoudre. Alors, pour aller assez rapidement aux choses, c'est-à-dire qu'on a calculé, on sait calculer des objectifs. Et ces objectifs sont, il faut baisser le coût d'acquisition du train de 20%, il faut baisser le coût de maintenance du train de 30%, et il faut baisser la consommation d'énergie de 20%. Et là, je parle du train. Et en même temps qu'on fait ces moins 20, moins 30, il faut augmenter le nombre de sièges. C'est-à-dire que la volonté, c'est de baisser le prix du billet de largement plus que 20%. Alors vous me diriez, il y en a qui le font dans l'aérien, EasyJet, ils arrivent à le faire, il suffit de serrer les sièges, de mettre un siège qui fait 3 cm d'épaisseur, on a un peu les genoux dans les dents pendant qu'on vole, mais au moins le billet n'est pas cher et ça va. Mais en même temps, on a le problème d'attractivité, c'est-à-dire que le prix du billet ne fait pas tout, il faut aussi travailler pour que les gens aient envie de venir dans le train. Alors, c'est quand même une donne très nouvelle. Là où d'habitude SNCF avait l'expérience du ferroviaire, puisque SNCF a conçu et construit des trains pendant très longtemps, et ce n'est qu'à partir de 1995 que les trains ont été construits par d'autres entreprises, il a fallu que SNCF change son système. Alors, les précédents ont parlé de paradigme à longueur de présentation, donc je vais le dire une fois. Il a fallu changer de paradigme, de dire là où SNCF était le grand prescripteur qui envoyait un cahier des charges de 3000 pages, on s'est dit, on va faire différemment, on va écouter tous nos fournisseurs, on va dire, voilà la problématique, nos objectifs, ils sont au nombre de 8, il y en a un, c'est le prix, et puis 7 autres, c'est baisser le coût de maintenance, baisser la consommation d'énergie, faire attractif, faire meilleur, etc. On a 8 objectifs, et qu'est-ce que vous, tous, fournisseurs, vous pouvez nous apporter pour atteindre ces 8 objectifs? Alors ça a commencé par un appel d'offres européen, et c'est Alstom qui a gagné. Et la grande différence qu'il y a eu dans cet appel d'offres, c'est que d'habitude, on aurait noté un train, on aurait dit on achète ce train-là parce que c'est le meilleur. Et aujourd'hui, on a choisi Alstom parce que c'était l'entreprise qui présentait le plus de capacité à nous accompagner dans la démarche. D'un point de vue juridique et d'un point de vue structure achat, ça n'a rien à voir. Donc on s'est lancé dans un grand bain avec tous les risques d'attaque possibles. Jusqu'à maintenant, ça marche. Mais donc c'est ça. Et donc, ça c'est la première étape. Et donc avec Alstom, on s'est dit, on va arrêter de s'envoyer des cahiers des charges et des courriers à longueur de temps. On va se parler, on va s'asseoir ensemble. Donc la deuxième chose, c'est qu'on a créé un lieu physique commun dans lequel les deux équipes de management des projets sont assises. C'est-à-dire que tous les jours, je suis assis à côté du directeur de programme TGV 2020 d'Alstom. On est physiquement ensemble et on arrête de s'envoyer des courriers. Sur un projet de TGV classique, il y a 14 000 courriers envoyés par le constructeur à l'exploitant, c'est-à-dire nous, et en moyenne 12 000 courriers envoyés de l'exploitant vers le constructeur. Ça fait 26 000 courriers. Et là, en 6 mois de procédure, on s'en a envoyé 2. Un pour dire qu'ils avaient gagné. Et le deuxième, c'est qu'on avait bien fait l'étape T0 plus 6. Donc c'est un mode de travail totalement différent. Et pourquoi? Parce qu'il faut travailler sur avoir un train qui coûte 20% moins cher, c'est-à-dire qu'il va avoir travaillé sur les frais fixes, et arrêter toutes ces strates administratives et contractuelles qui font que. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir des fournisseurs et de se dire, voilà, vous allez venir chez nous et vous allez nous dire, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs? Alors justement, profitons de cette perche. Philippe Javot, comment vous travaillez, vous, avec la SNCF? Comment vous intervenez? À quel moment dans le programme vous allez intervenir et comment vous allez être consulté? Alors, nous, avec la SNCF, on intervient à la fois directement et indirectement, c'est-à-dire que nous sommes fournisseurs directs de la SNCF et nous sommes fournisseurs de la SNCF. Donc, je pense qu'on interviendra de deux manières. Pour rejoindre ce qui a été dit, c'est pas simplement de penser à comment sera le train du futur, c'est aussi de penser, nous, Borflex, comment il faut qu'on soit pour pouvoir répondre aux exigences du train du futur. Pendant des années, la France, c'était la France, on se parlait entre fournisseurs français, puis après il a commencé à avoir l'Europe, et aujourd'hui la France, c'est une région du monde. Donc on a déjà commencé par arrêter de se regarder le nombril. On a eu la chance pendant des années de pouvoir voyager dans le monde, et dès qu'on disait on est dans le ferroviaire,
on est français et on travaille avec Alstom ou la SNCF ou d'autres intervenants, on nous ouvrait la porte. Aujourd'hui, on nous regarde et puis on nous dit « et alors ?» Donc c'est à nous d'aller prouver. Donc ça, c'est extrêmement important. Les choses changent très très vite. Aujourd'hui, on parle d'interopérabilité. Aujourd'hui, pour rejoindre aussi ce qu'a dit monsieur Desaunay, il y a le Talgo Avril qui vient de gagner un appel d'offres en Espagne. Pourquoi il a gagné l'appel d'offres? Entre autres parce qu'il y a le Wi-Fi. Ah, bon. Alors on se regarde. Il y a, je pense, je parle sous votre contrôle, mais il y a 5-6 ans, Wi-Fi, pourquoi? Aujourd'hui, c'est qu'on répond à un besoin des consommateurs. Les trains, je pense, feront de plus en plus de grandes distances. On parle d'avion-train. Et puis aujourd'hui, quand on regarde, du caoutchouc, il y en a à peu près partout sur le train. C'est une grande chance pour nous, on est très contents et on espère que ça va continuer. Mais ça veut dire aussi qu'une grande partie des problèmes de maintenance, donc des problèmes d'arrêt, sont dus à une pièce en caoutchouc qu'il faut fabriquer très vite et qu'il faut changer très vite. Mais qu'il faut aussi concevoir pour éviter d'avoir à la changer très vite et d'éviter d'avoir des problèmes, parce qu'EasyJet, si EasyJet aussi réduit ses billets, le prix de ses billets d'avion, c'est parce qu'il a réduit au maximum les coûts de maintenance. Et que nous, on doit travailler ensemble, on doit être apporteurs d'idées. C'est pour ça que Borflex est créateur de solutions caoutchouc et composite, parce que nous, il faut qu'on apporte des idées intelligentes par notre retour d'expérience en disant on peut faire le joint comme ça, mais si on pouvait aussi, il est possible de faire un joint de porte comme ça, alors on va gagner du temps. Voilà, donc nous on se prépare tous les jours, et puis le gain, c'est tout simple, hein. Un joint caoutchouc, il peut coûter 20% moins cher si il y a 20% en moins de matière, déjà pour commencer. Donc avant d'avoir des gros joints caoutchouc, on va essayer de faire le plus petit possible. Et on va travailler intelligemment pour faire en sorte aussi que le joint, dans 10 ans, parce qu'il y a des normes, il y a des choses comme ça, on puisse toujours l'utiliser de la même manière. Et on va peut-être penser le joint pour qu'il soit facile à monter sur une porte neuve, mais facile à démonter et à changer pour les opérations de maintenance. Et du coup, cette marge, cette réduction de coûts, cette optimisation, c'est un peu en cascade. On demande à toute la chaîne de fabricants qui deviennent non pas seulement des faiseurs, mais aussi ils sont force de proposition. On les implique en fait dans cette réduction globale de coûts, quoi. Voilà, alors on ne demandera pas à tout le monde de baisser son coût, bien sûr. Mais on demandera, parce qu'à ISO coût d'achat, si on m'aide à contribuer fortement à mon objectif de 30% de coût de maintenance, en me disant c'est plus que 30%, la pièce vaut le même prix mais je fais 50% de maintenance, il est le bienvenu. C'est un équilibre global, c'est très compliqué. Bien sûr. Je pense que beaucoup d'entre vous qui prenez le train, vous imaginez pas qu'on travaille en collaboration avec des faiseurs de caoutchouc, c'est pas la première chose qui vient dans la tête, hein. On voit plus des caisses, des clims, des portes sans loi. Mais le joint caoutchouc, le problème c'est que le joint caoutchouc peut générer effectivement des catastrophes en termes de maintenance, en termes de disponibilité, si la pièce suit, si. Et donc, c'est la nouvelle approche, c'est de se dire, on se remet en mode humilité, on se rassoit, on réécrit le cahier des charges avec le constructeur, et que ce même constructeur doit lui-même se dire, ok, je vais écouter, là où ils ont aussi des grands sachants, parce que les grands sachants qu'on a chez nous, ils en ont chez eux. Et puis les équipementiers ont aussi des grands sachants qui savent. Tout le monde sait tout. Sauf qu'à force de tout savoir, on avait le meilleur train du monde techniquement parlant, mais que personne ne peut plus acheter. Et donc il faut qu'on ait encore un train qui soit un des meilleurs, voire le meilleur au monde, mais dans lequel on travaille sur un truc nouveau, qui est ce qu'on appelle la conception à coût objectif. Avant, c'était le puits sans fond, c'est-à-dire qu'il y avait de l'argent, hein, puisque TGV gagne de l'argent. C'était pas grave de payer un train cher, puisque de toute façon, ça générait de l'argent. Et aujourd'hui, on se dit, pour gagner de l'argent, au moins pour équilibrer, il faut que le train coûte tant. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été mis sur la table. Et à partir du moment où on se dit, le train coûte tant, c'est un peu Big Bang dans le ciel. Et on dit à toute la filière ferroviaire, on a un problème, on ne peut plus faire comme avant. Et donc, il faut qu'on s'assoie. Et ça a été d'abord un changement de posture SNCF. Et je peux vous dire que ça n'a pas été simple, hein. Et il a fallu que je quitte mon poste précédent où je gérais l'ensemble des projets SNCF pour m'occuper d'un projet. Et donc, pourquoi c'est un programme? Parce que d'habitude, on aurait dit c'est un projet. Faire un nouveau train SNCF, c'est un projet. Et on en fait 3 par an. Pourquoi c'est un programme? Parce qu'il y a dans l'équipe un chef de projet. Et moi, mon objet, c'est de travailler et d'emmener tout le monde et dire voilà, si on continue, c'est fini. Il n'y aura plus de TGV à la française. On achètera un TGV espagnol, une rame grande vitesse espagnole ou chinoise, mais il n'y aura plus de TGV français et ça, on ne le veut pas.
Donc comment ensemble, on va bosser pour se dire, eh ben, on va s'écouter et on va se dire qu'on est ensemble. J'ai une petite anecdote que je raconte souvent sur le plateau où on est avec tout le monde. On a été, avant de lancer l'appel d'offres, à un salon au Japon, enfin cette année qui était au Japon, qui s'appelle UIC High Speed, qui était en 2015. Et on a vu plein de gens pour dire on va lancer un nouvel appel d'offres, venez, ça va être super et tout. Et puis on a profité pour ça pour rencontrer un industriel qui s'appelle Mitsubishi, mais qui vend plein de choses sur les trains au Japon. Et puis on discute avec eux, ils ont été super ouverts, super sympas. Et puis à un moment je leur dis mais comment ça se passe quand vous faites un train dans votre pays et que ça ne marche pas, quand votre composant ne marche pas? Comment vous gérez le contrat? Mais ils ne comprenaient pas ce que je disais. Alors je me dis mon anglais doit être vraiment exécrable. Donc j'ai essayé par 2-3 phrases différentes. Et puis à la fin, il l'a fait à la chinoise, il fait « Oh, I see. Nous sommes dans la même équipe. » Ça veut dire, si ça ne marche pas, on ne va pas chercher qui. Oui. On a tous foiré. Et en fait, la nouvelle posture, c'est si ce projet ne marche pas, on aura tous foiré. On aura tous perdu. Et Oui. SNCF, bien sûr, aura perdu plus que d'autres. Et Alstom aura perdu plus que d'autres. Mais si tout le monde ne va pas à bord, on aura tous perdu. Parce qu'on ne fera pas le futur TGV. Parce que si les objectifs qu'on s'est fixés ne sont pas tenus à fin 2017, il n'y aura pas de commande. La loi nous l'interdit. Et donc, il faut juste que tout le monde soit à bord. Et c'est là le grand changement dans les têtes. Et c'est plus qu'un changement de posture de quelques entreprises. Il va falloir emmener tous nos ingénieurs, tous nos techniciens, tous nos services commerciaux aussi, pour dire, ben voilà, le problème est celui-là, si on veut qu'il y ait un TGV à la française, il va falloir faire différemment. Je me tourne vers vous, vous êtes chez National Instruments, donc les systèmes embarqués. Alors peut-être, Christophe, vous êtes, Alexandre, vous êtes spécialisé sur le monde ferroviaire, justement. Oui, donc Et parmi nos clients, effectivement. Comment vous voyez cette évolution de la SNCF? En tant que fournisseur de la SNCF, c'est notamment sur la partie maintenance. Monsieur Desaunay l'a dit, il faut réduire de moins 30% les coûts de maintenance. Nous, on travaille avec la SNCF, notamment pour avoir des systèmes embarqués qui permettent de faire de la maintenance préventive, prédictive et avoir une remontée d'informations. Mais on travaille également avec les technicentres qui sont censés faire la réparation de ce matériel-là. Donc leur fournir des solutions, on va dire, optimales en termes de temps de test, Parlez bien près du micro. en termes de temps de test et autres, c'est quelque chose de très important. Et comme on peut le voir également avec l'attractivité du TGV, il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Donc il faut pouvoir accompagner la SNCF pour leur fournir des systèmes de test, on va dire, flexibles, qui s'adaptent également à toutes les évolutions que le train va avoir. Alors là, on parle de la maintenance. Est-ce qu'on peut parler également des services que vous pouvez proposer? On a évoqué ce matin tout ce qui était objet connecté, services autour de l'objet. Tout à fait, en fait, on parle d'industrie du futur encore dans ce cas-là. Je pense que nous, notre rôle d'équipementier, il est peut-être un peu plus obscur, il est moins dans la lumière, parce qu'on fournit les outils aux équipes d'ingénieurs, on le disait, au technocentre par exemple. Donc c'est vrai que l'utilisateur final va moins le voir peut-être. Concernant les objets connectés ou cette intelligence qu'on va pouvoir apporter, comme le disait Alexandre, il va finalement se retrouver à l'intérieur de ces équipements qui seront utilisés par les équipes internes de la SNCF. Il mentionnait à l'instant les outils de maintenance. Finalement, c'est un système connecté à proprement parler. Il y a une intelligence, il y a une récupération d'informations, il y a du traitement de signal et du traitement de données. Et toute cette donnée va avoir de la valeur pour que derrière, on puisse rapidement, ou en tout cas la SNCF puisse le faire, rapidement réparer ou analyser et anticiper des pannes sur leurs équipements. C'est un point important, c'est-à-dire que le TGV d'aujourd'hui, il a 25 ans d'âge techniquement, et donc on va dire qu'il est un peu has-been. Et on veut faire aussi le meilleur train en termes de télédiagnostic et donc de mesure, de traitement au signal. Objet connecté, pas objet connecté, ça sera un débat, parce que l'objet connecté, c'est des ondes radio, ça se pirate, ça se change, etc. Et nous, on a quand même un problème de cybersécurité, c'est-à-dire que on ne voudrait pas avoir une vidéo où quelqu'un arrive avec son smartphone à faire avancer un train tout seul, comme on l'a vu sur une voiture américaine. Et ça, c'est pas l'ordre du jour. Enfin, on va éviter. Mais donc, c'est-à-dire qu'on passe, ce que j'appelle de l'ère du vétérinaire à l'ère du médecin. Le vétérinaire, il a quand même un métier assez compliqué. C'est qu'on lui amène un animal qui ne va pas bien et nous on dit qu'est-ce qu'il a. Il faut qu'il trouve. Alors que quand vous allez chez votre médecin, si vous êtes encore réveillé, c'est vous qui faites 80% du boulot. Hein. Parce que vous lui dites, docteur, j'ai mal là, et quand je fais le matin, ça fait... Et donc, il devine.
Et Bien puis il sûr. va faire un examen complémentaire, mais vous avez fait 80% du boulot. Et en fait, aujourd'hui, on est dans le monde du vétérinaire, c'est-à-dire qu'il faut que nos meilleurs dépanneurs sachent, aillent mesurer partout, trouvent ce qui se passe. Et on veut passer dans un mode où le train va dire « je commence à avoir mal ». Et c'est-à-dire que avant même que la porte soit en panne, 15 jours avant, le train il leur a dit « je commence à avoir mal à ma panne ». Et là, on est très très en retard parce que dans l'aérien, ils savent prédire la panne d'un moteur à peu près 1 an avant. 1 an avant, ils savent dire que le moteur va tomber en panne. Et nous, on voudrait déjà savoir 15 jours avant que la porte va tomber en panne. Donc on en est assez loin. Et donc, ça veut dire que notre monde va changer. C'est-à-dire que là, on avait plein de gens qui allaient vérifier si ça marchait. Maintenant, on va avoir des gens qui dépannent. Mais la panne va être sans doute un peu plus compliquée parce que on a un train qui va être très informatisé. Et aujourd'hui, le métier de maintenance SNCF, c'est de faire de l'électromécanique. Et là, on va avoir besoin de systémiers. Et donc, c'est-à-dire que tout le métier SNCF est en train de changer. Le métier d'ingénierie, on l'a dit dans la façon d'évoluer. La façon de conduire les trains va être différente parce qu'aujourd'hui, les conducteurs TGV sont les meilleurs conducteurs parce que le train est compliqué, qu'il faut savoir le dépanner en ligne. Mais là, le train, il va parfois s'auto-dépanner. Donc, ça va changer leur métier. Le contrôleur, est-ce qu'il va contrôler les billets demain? Peut-être pas. Parce que quand vous assirez sur votre chaise, on saura déjà si vous avez ou pas votre billet. Et alors, on hésite entre mettre une lampe rouge et mettre une lampe électrique. On hésite encore, c'est pas choisi. Et après, la mainteneur ne va pas maintenir pareil. Mais en même temps, l'exploitation ne va pas se faire pareil parce que là où aujourd'hui, de temps en temps, c'est pas très bien, mais on vous dit descendez du train parce qu'il y a un problème dans la gare et puis prenez un autre qu'on va mettre à côté. Là, l'exploitation, elle sera 4 heures ou 6 heures avant. C'est-à-dire que normalement, on ne vous fera monter que dans des trains qui marchent. Donc c'est tout qui est en train d'évoluer. Et ça peut paraître long, mais on n'a que 6 ans pour faire ça. On a 6 ans pour changer la façon de travailler avec les fournisseurs, pour homologuer le train, parce que l'homologation du train est trop chère, pour le mettre en service, pour changer les métiers et pour changer la façon de l'exploiter et de le maintenir. Quand on a un corps social important, comme celui de la SNCF, il y a 160 000 personnes à la SNCF, il doit y en avoir 30 000 qui interviennent sur TGV. Il faut juste faire le changement de mode opératoire de 30 000 personnes. C'est tout. Et est-ce que, puisque là on est sur les gens qui composent la SNCF, qui travaillent avec vous, est-ce qu'il y a une vague, un élan, un enthousiasme autour de ce programme? Est-ce que vous avez embarqué les équipes avant d'embarquer les voyageurs? Est-ce qu'en interne ça a créé une dynamique? Il y a 1 an et demi, quand j'ai proposé de lancer cette façon de travailler, certains se sont dit laisse-le partir, il va se planter, comme ça on sera enfin débarrassé d'un zigoto comme lui. Maintenant, c'est le projet où il faut être. The place to be, on dit en anglais. Parce que la méthode est très en rupture et que tous les gens qui viennent bosser avec nous sur le plateau, quand ils y ont passé 4 heures, ils disent « mais pourquoi on n'a pas fait ça avant ?» Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de choix d'autre que de tuer les coûts inutiles. Le fameux Muda japonais, que vous apprenez tous dans les écoles d'excellence opérationnelle, nous on le touche du doigt, le Muda. C'est que écrire des cahiers des charges, s'envoyer des courriers, faire des réunions techniques sans fin, c'est de la perte de temps. Et donc il faut apprendre à avoir des contrats, parce qu'il faut quand même des contrats. Il faut envoyer les juristes en vacances, le plus souvent possible, parce que ça gagne du temps et de l'argent. Et puis après, il faut se dire comment on va bosser efficacement ensemble et comment on partage les objectifs. Alors ça peut paraître au début très ce mec est un grand gourou, il doit fumer des substances assez dangereuses, mais une fois qu'on travaille ensemble, on s'aperçoit que c'est la seule solution. Et là où d'autres réussissent, quand vous voyez les grandes entreprises qui réussissent, on nous dit souvent SNCF est dans Hyperloop. On est dans Hyperloop, on y a mis quelques petits millions d'euros. Il y a des gens qui disent on a mis 80 millions d'euros. Non, quand même. On a mis quelques millions d'euros. Et qu'est-ce qui nous intéresse dans Hyperloop? C'est d'apprendre comment ils bossent. Et comment ils bossent? Ils sont tous ensemble dans une grande salle. Et le chef, il est avec tout le monde. Et ils prennent des décisions très vite, ils réagissent très vite. Et ils font ce concept qu'on entend aux États-Unis qui est trompez-vous souvent, mais trompez-vous vite. Vous avez le droit de vous tromper, mais il faut vite admettre qu'on s'est trompé. Et notre boulot, c'est ça. On s'est lancé dans une procédure nouvelle, en rupture, et tous les jours, on se trompe. Mais ce qu'il faut, c'est que tous les jours, la hauteur de notre erreur soit plus petite.
Et si on la divise par 2 tous les jours, au bout de 15 jours sur un sujet, elle est nulle et on a oublié qu'on s'est trompé au début. Mais on a résolu le problème en 15 jours, là où d'habitude, il se serait passé 2 mois entre 2 réunions et on aurait mis 1 an à converger. Et donc, notre boulot, c'est ça. Notre boulot, ça va être de passer en mode humilité en disant on a fait rouler des trains pendant 35 ans, des TGV. On avait une façon de voir. On garde tout ce savoir-faire, mais on va écouter les gens qui vont avoir une autre façon de faire et on va mélanger tout ça et ça va faire des petites solutions. On va faire une solution pour les joints, qui vont faire une solution pour les portes, qui vont faire une solution pour le train. Et au final, ben c'est comme ça qu'on va, je pense, tous ensemble atteindre l'objectif. Et est-ce que, je vous laisse la parole juste après Philippe, est-ce que c'est salutaire aussi, vous en interne, d'avoir ouvert ce champ de travail à tout le monde pour faire communiquer les générations, les métiers? Est-ce que vous avez ce sentiment que tout d'un coup, dans ce programme, tiens, il y a beaucoup plus de fluidité? Avant, on avait peut-être des silos plus importants. Le projet TG 2020 a pour objectif d'être une expérimentation de ce qui pourrait devenir la méthode globale. Et quand je vais voir mon chef et que je lui dis j'ai trouvé une méthode pour réduire de 30% le coût des projets, il ne met pas 10 heures à me trouver un rendez-vous. Hein. Oui. C'est le suivant attendra, explique-moi. Mon cher Pascal. Justement depuis le temps. Voilà. Et en fait c'est ça, c'est un laboratoire. J'ai été pendant 10 ans directeur technique du matériel. Pendant 10 ans, il y avait une méthode. Et je sentais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je me suis dit, je vais faire que ça. Et on a fait un casting, hein, l'équipe des 10 personnes qui est avec moi, il y a un vrai casting. Et on a pris des gens qui faisaient ça depuis 25 ans et qui ne voyaient pas comment on pouvait changer. Au bout de 6 mois, ce sont les meilleurs avocats de la méthode en disant aux autres, mais on peut faire différent. Donc, oui, on emmène tout le monde, mais encore une fois, c'est du changement de culture et ça ne se fait pas en 2 minutes. Mais tous les gens qui viennent, encore une fois, au bout de quelques heures, disent mais on veut en être parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Philippe, vous vouliez intervenir. Pour illustrer tout ce qui a été dit, je vais donner 2 exemples par rapport justement à l'intérêt et l'objectif et l'ambition de se parler ensemble. Quand vous avez une vitre de train, vous avez en gros 2 manières de la faire tenir. C'est un joint avec une clé ou c'est de la colle. Et un jour, on était chez un opérateur européen, ce n'était pas la SNCF, et l'opérateur européen, on voit un très beau train, et le train ne bougeait pas. Et un train qui ne bouge pas, je n'ai pas besoin de dire que ça coûte de l'argent. Et donc, on leur posait la question, on leur dit, c'est pas mal, vous avez un très beau train, mais il ne tourne pas. Oui, oui. Mais vous allez le réparer? Non, c'est fait. On avait des vitres qui étaient cassées, et on a réparé, on a changé les vitres. D'accord, les baies, pour parler technique. Et on leur dit, on attend que ça sèche. Bon. Et combien de temps? Alors ça dépend, parce que l'hiver et l'été, ça ne sèche pas, mais là, on attend que ça sèche. Ça ne sèche pas à la même vitesse, mais on ne sait pas trop, donc on attend. Et donc, nous, on leur a dit, mais pourquoi vous ne mettez pas un joint avec une clé? Si vous regardez certains trains, vous verrez, certains trains, il y a un joint, et vous verrez une petite rainure, et il y a une clé. C'est-à-dire qu'on met un joint, et ensuite, on le coince avec une clé. Parce que là, on enlève la vitre, on remet un joint, et le train peut repartir tout de suite. Et là, c'était très intéressant parce que l'opérateur nous dit « Mais moi, on ne m'a pas dit que ce n'est pas possible. » Ben si, c'est possible, il suffit de nous poser la question. Un autre exemple, un jour aussi, un grand débat, là aussi sur les pièces de rechange, ce n'était pas la SNCF, où on a été appelé par notre client qui se faisait tirer les oreilles par son client parce qu'il fallait que la référence de la pièce de rechange soit sur la pièce. Et donc, il y avait une norme qui disait qu'il fallait que l'encre soit indélébile. Et donc, on a passé 3 heures. Au moins 3 heures à discuter, à faire une dissertation sur l'encre indélébile. Sauf que si vous avez une encre indélébile, mais que vous la mettez sur un support qui n'est pas approprié, vous pouvez avoir la plus belle des encres indélébiles. Comme je l'ai dit, je n'ai pas pu le dire dans une autre langue, mais je l'ai dit en français, ça devient une encre indélébile, parce qu'on n'y arrivera jamais. Et donc on leur a dit, au lieu de se poser la question pour rester poli sur de l'encre, pourquoi ne pas faire une gravure sur le joint? Ce qui fait que le joint, même après un nettoyage anti-graffiti, un nettoyage anti-quoi que ce soit, la référence, elle est gravée. Donc votre opérateur, quand il va devoir changer le joint, on va commencer à lui dire qu'il n'y a plus la référence dessus, que l'étiquette, il l'a enlevée quand il l'a changé. On va juste lui dire ne bougez pas, donnez-nous le numéro qu'il y a dessus, et là, on va pouvoir retrouver.
Donc voilà, en discutant tout simplement et justement en se disant le problème, c'est pas le problème des juristes. On va pas chercher qui est la faute. Est-ce qu'elle était indélébile? Est-ce qu'elle est indélébile? Est-ce que il fallait mettre une étiquette, pas mettre d'étiquette? Des fameux défauts de conseil. Vous auriez dû nous dire que le caoutchouc n'était pas approprié. Ben, c'est plutôt de se dire attendez, on cherche une solution parce que le train il faut qu'il roule. Et pendant qu'on se pose des questions, le train il est arrêté et il roule pas. Et je pense que c'est ça l'esprit collaboratif. On en parle beaucoup dans les startups de l'esprit collaboratif, mais je reste convaincu que sur un projet aussi ambitieux que le TGV 2020, que le train du futur, le collaboratif c'est l'essentiel. Oui, alors pour rebondir là-dessus, on l'a évoqué plusieurs fois sur ces tables rondes, ce matin même. Une des forces de l'industrie allemande peut-être, c'est vraiment de chasser en meute, c'est d'avoir des forces territoriales avec des donneurs d'ordre, des grands comptes qui emmènent leurs sous-traitants dans la durée. Est-ce que à la SNCF, il y a cette volonté d'avoir comme ça tout un écosystème qui soit bénéfique pour tout le monde en fait, à la fois pour les sous-traitants et à la fois pour vous? Le directeur des achats SNCF est un Allemand. Bien, bon. Alors, première phrase, deuxième bon. phrase. Je pense qu'après ce que je viens de vous expliquer, je viens pas de Oui, vous bien dire sûr, bah, c'est que les évident. fournisseurs mais- sont tous des imbéciles et qu'on va leur expliquer comment on bosse. Non, mais Non, mais c'est ça. justement. Et donc en fait, c'est un peu la méthode d'inverser la pyramide. Il Oui. faut quand même quelqu'un qui pilote tout ça parce qu'autrement, c'est Absolument. un orchestre sans chef d'orchestre et sans répétition. Donc ça va pas être possible. Mais il faut capter tout ça avec des acteurs industriels qui jouent le jeu. Parce que on peut aussi tomber dans un truc où ça y est, je suis chez toi et puis tous les ans, la pièce de rechange, le prix se multiplie par 2. Donc faut que tout le monde trouve son truc. Mais oui, la volonté de faire ça. Et on se le dit sur le programme TGV 2020, c'est officiel, c'est dans l'appel d'offres. SNCF participe à développer la plateforme de rame à grande vitesse qu'Alstom devra exporter. On a imposé dans le cahier des charges que la rame soit exportable. D'accord. Ça n'est pas un train pour SNCF. C'est un train dont SNCF achètera des exemplaires, mais c'est un train qui doit être exportable. Et d'ailleurs, indépendamment de cette procédure qu'on a, Alstom a monté une entreprise avec des financeurs pour exporter ce train. Et il n'aurait pas eu les montants s'il n'avait pas dit on va exporter ce train. Donc on va chasser en meute nous aussi. On est en train de réfléchir à comment, le jour où il y aura un appel d'offres à l'étranger, SNCF viendra en conseil, en support, voire en apporteur de prestations aux côtés d'Alstom. Excellent. Antonin, vous Ouais, voulez réagir? juste pour rebondir sur cet aspect de collaboration, je pense qu'en France, on a aussi les armes pour ça. On prend souvent l'Allemagne comme exemple parce qu'ils ont lancé ce projet d'industrie 4.0 il y a maintenant 5 ou 6 ans, il me semble. En France, on a aussi des projets similaires. Aux États-Unis, il en existe aussi. On est une société américaine, donc je pense qu'on est bien placé pour en parler. Pour vous donner un rapide exemple, je suis dans les systèmes embarqués. En France, une des associations les plus, on va dire, les plus actives sur le sujet s'appelle Embedded France. Elle avait été issue de la Nouvelle France industrielle et des projets menés par l'État. Et cette association est un très bon exemple de projet collaboratif dans lequel on va retrouver des acteurs du ferroviaire comme Alstom Transport, la SNCF, etc., de l'aéronautique, de l'énergie. Et on se rend compte que finalement, l'industrie du futur, c'est pas seulement apporter des nouvelles technologies et faire en sorte qu'elles dialoguent avec des technologies éprouvées, mais c'est aussi faire en sorte que tous ces acteurs industriels, sous-traitants, utilisateurs finaux, fournisseurs de solutions, puissent travailler ensemble pour pousser une filiale, pousser un métier et le mettre sur le marché. Donc c'est une réalité en Allemagne, mais en France, c'est une réalité aussi. Tout à fait, et qui se développe de plus en plus. Tout à fait, On ouais. est parti d'un petit peu loin, c'est une notion qu'on n'avait pas forcément il y a 10-15 ans, et qui aujourd'hui se développe beaucoup grâce justement à des programmes comme ça. Quand vous évoquiez l'international, ça me faisait penser à ce qu'on avait échangé pendant la préparation, on a des largeurs de rails différentes en Europe, et du coup, voilà, ça Ouais. vaut- Alors, pour les trains à grande vitesse, heureusement non. heureusement non, Mais mais les trains à grande vitesse ne roulent pas que sur des lignes à grande vitesse. Il y a beaucoup de trains à grande vitesse qui terminent en service TER. Hein. Mais en France, c'est uniformisé. L'Espagne a une partie de son réseau qui est un peu différent. Mais ça va de plus en plus. C'est-à-dire que quand on regarde l'écartement des voies, la plupart des pays sont en train de converger vers ce qu'on appelle l'écartement UIC, qui existe depuis fort longtemps. Et donc, c'est un sujet. Mais effectivement, le premier marché, par exemple,
que Alstom va adresser avec le nouveau TGV, c'est un marché américain. Ils viennent de gagner un contrat. Exact. L'écartement est le même, mais le bogier est un peu différent parce que les contraintes, c'est un train qui va rouler sur des voies où roulent principalement des trains fret. Donc la façon dont la voie est construite n'est pas la même. Donc il faut tenir compte de tout ça. Ce qui est effectivement assez compliqué dans le ferroviaire, c'est que c'est plus compliqué que dans l'aviation. Dans l'aviation, une fois qu'un avion a décollé, son interface avec le monde, c'est l'air. Ouais. Et l'air, il est à peu près partout pareil, à une densité température près, c'est le même. Et après, quand vous atterrissez sur une piste, c'est soit de l'asphalte, soit du béton, mais une fois que ça c'est fait, c'est réglé. Dans le train, vous avez des écartements différents, vous avez des tensions différentes, vous avez des équipements de sécurité différents, vous avez des hauteurs de quai différentes, vous avez des signalisations différentes. Enfin, c'est super, super compliqué. Et donc, ça, c'est un autre challenge, c'est voir comment faire un train international dans lequel on arrive à tout rentrer. Et juste pour vous donner une anecdote, le plus compliqué dans le train qu'on conçoit aujourd'hui, c'est pas tellement de faire le train tel qu'il est, c'est de mettre sous la caisse toutes les antennes qui doivent renifler toutes les balises de tous les équipements de sécurité. C'est ça le plus compliqué. Alors qu'on pensait que le plus compliqué, ça serait de trouver l'effet waouh quand on monte dans le train. Ben, pour l'instant, c'est pas ça le plus compliqué. Donc, mais il y a un gros travail fait là aussi au niveau européen par une agence qui s'appelle l'ERA, l'agence européenne du ferroviaire, et qui travaille à uniformiser tout ça. Et on a lancé il y a quelques années, c'était à l'initiative de la France, c'était en 1995, un programme sur l'uniformisation des équipements de sécurité, ce qui permet d'arrêter le train quand il y a un problème. Il a été commencé en 1995, le déploiement a eu lieu en 2010, les premiers, et on pense que ça sera bon en 2065. D'accord. Il y a un petit laps de temps. D'accord. Ben, juste pour raconter l'anecdote, le dernier signal en forme olympique qui existait à Saint-Lazare, posé en 1936, a été retiré l'année dernière. D'accord. Donc c'est une signalisation qui dure, qui est amortie dans le temps. Dans le ferroviaire, rien ne se perd, rien ne se crée. D'accord. Et tout se transforme. Alors, et du coup, en termes de service, si on revient sur cette... on a parlé un peu là du produit lui-même, du train. En termes de service, comment vous voyez l'usage du train se développer à travers ce programme? Est-ce que c'est une préoccupation majeure? C'est forcément une préoccupation majeure. C'est pourquoi les gens préfèrent prendre la voiture. Oui. Pourquoi on préfère faire Blablacar. Bon, c'est certes moins cher, mais ça peut être beaucoup plus long. Soumis aux bouchons. Alors, proportionnellement, si vous prenez une voiture, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver en retard que dans un train. Proportionnellement. Et puis, il y a plein d'autres sujets sur comment j'achète mon billet, etc. Donc, il y a déjà un sujet s'il faut se confronter aux entreprises qu'on appelle totalement numériques. Vous avez des entreprises qui vendent des billets de bus qui n'ont zéro bus. Elles vendent les billets et elles ont des entreprises de bus à qui elles disent j'aurai 40 personnes et tu te débrouilles. Donc ça, c'est un des sujets. Et il faut savoir que voyagesncf.com est un des premiers, voire le premier site marchand en France. Et on a de plus en plus de choses. Et vous avez tous les mois, vous avez une nouvelle appli SNCF et donc on fait de plus en plus de choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pourquoi on prend Blablacar? Parce qu'on blablate. On parle. Et comment faire en sorte que les gens aient envie de se parler dans le train? On a des idées. Et puis, de temps en temps, on prend EasyJet. Pourquoi? Alors que c'est pas forcément moins cher. Donc, tout ça, on est en train de regarder. Et ça fait partie de l'attractivité du futur train. C'est donner envie aux gens de prendre le train ou de reprendre le train là où vous avez perdu l'habitude parce qu'on va s'occuper d'eux. Et puis, il y a plein de services. On interroge des jeunes dans les écoles. Et il y a deux trucs super marrants. Leur premier sujet de préoccupation, c'est de porter leur bagage. Ils ont 20 ans. Alors, moi, je vous explique pas, et certains autres, je vous explique encore moins. Donc, on s'aperçoit que le bagage est un problème. Et deuxième sujet, quand on demande aux jeunes qu'est-ce que vous voulez faire à bord du train, tous les services marketing répondent ils veulent faire de la communauté numérique, ils veulent regarder des films. Et quand on demande aux jeunes, ils veulent jouer aux cartes. D'accord. Voilà. Donc, on a des choses à lesquelles on n'avait pas pensé, et tout ça, il faut le revoir, il faut le revisiter. Alors, il y en a qui voudront voir des films, il y en a aussi qui n'ont pas envie de voir des films parce qu'ils le font tout seuls chez eux à la maison. Et ils veulent voir le TGV, le train comme un lieu de convivialité. Comment on recrée un lieu de convivialité?
Et ben, vous le saurez lors d'un des prochains épisodes. de TGV Story. Pour prolonger sur le Talgo, Talgo qui vient de remporter le marché avec la Renfe en Espagne, il y a un wagon garderie. Un wagon garderie, service bien sûr, les enfants. L'autre fois j'ai eu un gars il arrive dans le train, il y avait un gamin qui pleurait. Oh non, encore un chiard. Il est parti en live. Je me dis bon. Et c'est vrai que là, c'est le type de service qui peut faire la différence. Les espaces conviviaux, il y a eu aussi les trains un peu bars où on avait les discours. Voilà, tout ça, c'est à l'œuvre. On n'en saura pas plus. Un train très modulaire qui pourra évoluer dans le temps. Voilà, exactement. Modularité. Si vous avez des questions, on arrive un petit peu sur la dernière partie de cette table ronde. Si vous avez des questions sur la façon dont on prendra le train demain ou sur ce qu'on vient d'évoquer, cette réduction du cahier des charges de 40 pages à 3000, ça c'est merveilleux. C'est bien, n'empêche que voilà, des grands groupes aujourd'hui, voilà, cette mutation, c'est très intéressant de l'observer chez vous. Voilà, qui est nécessaire aujourd'hui et qui amène un autre marché, une autre façon de voir l'activité elle-même. La rupture est tellement grande que beaucoup n'y croient pas. Oui, donc notre boulot maintenant, c'est de faire croire, c'est que tout le monde y croit. Bien sûr. Et que tout le monde y voit l'intérêt. Et on évoquait ce matin là avec cette mutation du produit au service. Là, en fait, ce que vous nous décrivez, c'est pas forcément un train, c'est un nouvel amour de la mobilité ou quelque chose. Tiens, j'ai envie de partir, mais je ne pense pas au train quelque part. Vous vendez un voyage, un rêve, vous vendez ça plus qu'un billet de train. Il y a 30 ans, mon prédécesseur aurait parlé technique. Il aurait dit voilà comment le train est fait, voilà tous les organes qu'il y a dedans. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La technique, ça n'intéresse pas le client. Donc notre objet, c'est de faire la technique le plus smart possible, le plus design to cost possible. On fait toute la fonction, mais au prix rasibus, parce que le reste de l'argent, on va l'utiliser pour l'expérience voyageur et pour que les gens se sentent bien ailleurs, parce que ce qui les touche, des toilettes propres, une clim qui marche, une lumière qui ne les réveille pas, un service à bord, etc. C'est ça. Et encore une fois, jusqu'à dernièrement, TGV, c'était le plus beau train technique du monde. Ça n'est plus le sujet. Tout le monde s'en moque aujourd'hui. Ce que les gens veulent, c'est un prix, un service. Carrément, les prises électriques, toutes ces choses-là. Comment vous êtes chez National Instruments? Comment vous êtes force de proposition sur un programme comme ça? Vous le regardez de loin? Vous travaillez ensemble ou pas sur ce programme? Pas encore. Non, pas personnellement. Pas sur ce programme-là, non, pas directement. Non. Par contre, dans l'esprit collaboratif, on amène des idées de nouvelles technologies auprès des techniciens avec qui on est en relation. Et ça, tout à fait. Il y a peut-être des intermédiaires entre vous et bien sûr. Après, nous, on est multi-industrie. Moi, personnellement, je m'occupe du transport ferroviaire, mais c'est vrai qu'on collabore beaucoup aussi avec mes collègues. On parlait de l'aéronautique tout à l'heure, et forcément, on pioche des idées issues de l'aéronautique, issues de l'automobile. On parle de véhicules autonomes dans l'automobile. Forcément, on pioche ces idées-là pour pouvoir ensuite les proposer à la SNCF. Tout à fait. Une ergonomie qui se développe et qui passe d'un secteur à l'autre. Écoutez, nous on a envie de dire bonne chance, hein, on a envie de dire bonne chance. Comment ça se passe en termes de progression voyageur? C'est vrai que vous avez fait un maillage maintenant TGV qui concerne tout le monde. On a développé la vie, j'en suis un exemple vivant. On a développé notre vie un peu autour du train quand même, dans certains cas. Est-ce qu'il y a une évolution en termes de fréquentation du train, même après, si vous évoquiez moins de bénéfices, mais dû au coût des billets, etc. Ça, c'est assez compliqué parce que déjà, il y a eu une partie du trafic international qui a fortement diminué suite aux événements qu'on a tous connus. Oui. Le Thalys, l'Eurostar, etc. Il y a moins de choses. Le Brexit, les entreprises qui n'allaient pas forcément très bien et donc qui disaient aux gens vous prenez plus la première, vous prenez la seconde, ou alors vous irez en voiture, vous irez par 4. Tout a rechangé et puis on a lancé Ouigo qui est un vrai succès. Enfin, parler de la clientèle en ce moment, c'est marcher sur des sables mouvants. C'est-à-dire qu'on ne s'enfonce pas, mais on sait qu'il faut marcher vite, sinon on va s'enfoncer. Donc il faut se dire qu'en permanence, il faut redistribuer les cartes, refaire de nouvelles offres, recapter des clients, réattirer leur attention. Donc c'est un vrai challenge. Et puis ce qui se passera demain, il risque d'y avoir de nouvelles choses, oui.
pas forcément ce que les gens attendent, des surprises. Mais ce qu'on se dit juste, c'est que on ne peut plus rester endormi en termes marketing, en termes commercial, parce que ça change tout le temps. Là où avant, on avait une constante de temps sur 3 ans, 5 ans, et aujourd'hui, c'est à peu près 6 mois. Ouais. Et le plus compliqué, c'est de se dire qu'on va acheter des trains. Le programme qu'on a lancé là, le dernier train devrait rouler entre 2072 et 2082. Donc il faut juste se dire ce à quoi on pense aujourd'hui. C'est un truc qui va intéresser certains Français jusqu'au moins les années 2070. Ouais. Alors qu'on se dit que tous les 6 mois, ça change. Ceci étant dit, si on ne fait rien, dans 10 ans, il n'y a plus de train. Donc l'exercice, c'est celui-là. Et c'est là que collectivement, il faut qu'on juste se dise, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'y mette ensemble, sinon ça va être pas bon. Exactement. Bon, écoutez, bon courage, hein, on a envie de vous dire. Good luck, on est avec vous. On est avec vous de tout cœur. Est-ce que vous avez réfléchi peut-être à une ou deux questions? Oui, monsieur, on va vous apporter un micro. Alix va vous donner le micro. Merci de vous présenter. Oui, bonjour Monsieur Bertoletti, un peu média. Est-ce que vous pensez à la liaison avec le trajet du dernier kilomètre de manière, voilà. Alors, merci. SNCF, vous savez, c'est un groupe. Donc il y a le groupe SNCF. Puis en dessous, il y a SNCF Réseau. Et puis il y a une branche qui est SNCF Fret. Puis il y a une autre branche qui s'appelle SNCF Mobilité. Et mobilité, effectivement, le dernier kilomètre, c'est super important. C'est ce qui peut faire que on ne capte pas les clients parce que faut faire. Alors en même temps, les gens nous disaient oui, mais Blablacar c'est mieux. On s'aperçoit que pour aller à Blablacar, les gens sont obligés d'aller au point de rendez-vous. Donc le dernier kilomètre, il y a à peu près le même problème. Mais SNCF a investi dans Wicar, SNCF a investi éventuellement dans des compagnies de taxi, voire dans des équivalents de Uber. On a du bus, on a tout ça. Oui, effectivement, le parcours voyageur est important. Le fait qu'on achète un seul billet pour tout faire, c'est important. Le fait de se dire que l'accessibilité à la gare ne doit pas être un calvaire. Le fait que tout doit être repensé. Et effectivement, il faut... Alors là, les marketing de chez moi ne seront pas d'accord. Je veux dire cocooner. Il faut que les gens se sentent bien d'un bout à l'autre du voyage et qu'on voit plein de heures. Et quand je disais que les jeunes... qu'on a consulté qui avaient en moyenne entre 20 et 21 ans disaient que le problème c'était de porter la valise, ça nous a interpellés. Et donc on vit dans une sociétalement un système où, je dis souvent, les gens ont compris qu'ils ne pouvaient pas être payés plus cher, que le patron ne pouvait pas payer plus. Mais ils veulent plus pour le salaire qu'ils ont. Voilà. Et aujourd'hui, les gens veulent un service de bout en bout pour le même prix que le billet de train d'habitude. Et c'est tout ça qu'il faut bosser. Et donc, il y a des gens au sein de SNCF qui travaillent sur la mobilité de bout en bout, comment on vient vous chercher chez vous. Et c'est déjà possible pour des personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées. Vous commandez, il y a un taxi qui vient vous chercher, qui vous emmène jusqu'au train à votre place avec votre bagage. Et puis après, vous faites. Et après, il y aura des bus. Ça ne sera pas forcément tout SNCF. Il faut aussi travailler avec les collectivités locales, les autorités organisatrices sur les bus qui font les 20 derniers kilomètres, etc. C'est vrai qu'il y a des régions dans lesquelles SNCF opère aussi un réseau de bus. Keolis est quand même un grand réseau et ça appartient à SNCF. De temps en temps, il est peut-être plus économiquement profitable de ne pas mettre de train mais de mettre un bus. Et ce bus, il peut peut-être faire des choses que le train ne sait pas faire. Parce que lui, il peut sortir des rails alors que le train ne peut pas le faire. C'est tout ça qu'il faut repenser, mais encore une fois, avec un système qui est extrêmement élastique et qui bouge tout le temps, quoi. Et donc, c'est comment on réadapte tout ça en mettant en face tous les acteurs, puisque depuis la décentralisation du transport qui est confié maintenant aux régions et parfois aux départements, parce que vous savez que certains bus sont dans les régions et puis d'autres sont liés aux départements. De temps en temps, on a des lignes concurrentes. Hein. Je raconte juste l'anecdote, quand le tram-train a été mis en route à Lyon, c'était la région. La région a investi énormément d'argent, hein, c'est des centaines de millions d'euros. Et ils ont fait un tarif attractif au début qui était de 7 euros. Et puis se trouvait bizarre, il n'y avait personne dans le tram-train parce que le département au même moment avait lancé un bus attractif à 1 euro. Voilà, c'est tout ça qu'il faut régler. Donc il y a ce qu'on peut faire nous et puis comment on travaille avec les différents acteurs
pour que il y ait effectivement un maillage qui fasse que venir au train c'est facile et puis qu'après sortir du train ça soit facile aussi. Et avec ou sans bagage, avec toutes les difficultés de mobilité que vous pouvez avoir, parce que la population française vieillissant, où on a une espérance de vie de plus en plus grande, il est de plus en plus probable qu'on ait une douleur à l'épaule qui fasse qu'on puisse pas porter un bagage, qu'on ait une difficulté qu'il faille marcher avec une canne, voire même qu'on soit en fauteuil roulant. Et ça aussi, le TGV du futur, on est en relation dès aujourd'hui avec des associations de personnes à mobilité réduite pour voir comment on va traiter l'accessibilité du train. Et là aussi, ça sera beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, Philippe. La ville de Barcelone a travaillé sur la mobilité du dernier kilomètre et c'était très intéressant parce qu'un jour, un intervenant disait « Si j'avais dit à ma fille, il y a 10 ans, qu'un jour, je lui demanderais de prendre la voiture avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, non seulement sa mère aurait dit que c'est hors de question, moi, je lui aurais même pas proposé et elle aurait refusé. » Blablacar, aujourd'hui, vous prenez la voiture avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais on vous dit que c'est quelqu'un de confiance parce qu'il a déjà... C'est une révolution et pourtant, pour tous ici, ça nous paraît normal d'utiliser Blablacar. Donc, plus que la logistique, il y a aussi un aspect sociologique. Aujourd'hui, vous achetez quelque chose sur Internet, vous ne savez pas où vous l'achetez. Vous donnez votre numéro de carte bleue qui part et puis vous recevez quelque chose. Donc, tout va très très vite. Et aujourd'hui, par exemple, la ville de Barcelone, elle dit, nous, on fait une enquête. Alors, ils se sont peut-être trompés et ils auront peut-être tort dans 10 ans parce que ça va très très vite. Mais en fait, les gens ont besoin de savoir comment ça se passe. Parce que c'est de savoir que je vais arriver à la gare, qu'une appli, par exemple, va me guider jusqu'au bus. Je vais monter dans le bus, ma place est réservée et le bus, il va m'amener jusqu'ici. Et en fait, c'est l'inconnu qui fait peur. Donc, on n'a pas envie de prendre le train parce qu'on ne sait pas comment on va faire en arrivant. Mais par contre, si on nous explique comment on va faire en arrivant et si je vois, alors je suis rassuré. C'était un peu la problématique avant de la vente sur Internet. À partir du moment où vous recevez un mail, nous avons bien reçu votre commande, voilà le numéro de Colissimo que vous pouvez suivre. Ah, ça va beaucoup mieux. Alors qu'avant, on ne mettait pas moins de temps à vous livrer, mais vous aviez envoyé une commande et vous ne saviez pas où était votre paquet. Ça va même plus loin que ça. Désolé, on est grand bavard, mais aujourd'hui, les clients veulent qu'on les guide pour trouver la place dans le train. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on les guide pour les amener auprès de la porte de la bonne voiture et puis après non mais ça c'est la voiture qui se gare toute seule. Je sais plus faire une marche maintenant, arrière. Il va falloir guider les gens tout seuls. On va les mettre sur des petits plateaux, ça va les emmener à leur place. Ouais. Non mais il y a cette demande, guidez-nous, parce qu'il y a des personnes qui prennent pas le train souvent. Il faut savoir que plus de 50% des voyageurs TGV sont des occasionnels qui prennent le train moins d'une fois par an. Donc pour vous qui êtes des grands consommateurs, trouver la voiture 8 place 72 c'est assez facile. Pour beaucoup de gens c'est une angoisse. Ouais, c'est une angoisse, ils ne voient pas et tout. Pour terminer, qui a pris le TGV le mois dernier qui a pris le TGV le mois dernier? Juste pour sondage, ouais. Quand même, il y a une majorité, on a un petit 60%, on va dire. Un gros 60%, 70%. Bon, très passionnant. Hélas, le planning tourne. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous présenter ce programme. Bonne chance Pascal Desonnet et bonne chance aux équipes. On vous souhaite souhaite la réussite. On se revoit en juin 2022 pour l'inauguration. Juin 2022, avec grand plaisir, on sera là. On va prendre les adresses des gens. En tout cas, bravo et bonne chance.